Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va, comme d'habitude, parler avec Christian Jalma d'éducation. On fait ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Christian Jalma. Bonsoir. Dit Pink Floyd. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de dire, mais je vais ajouter dit Pink Floyd. Christian Jalma, sur l'apprentissage de la langue et de ce qui constitue le vocabulaire réunionnais à partir de on va dire un peu avant 1700, donc un peu avant le XVIIIe siècle, allez, on va dire jusqu'à 1950, juste après la guerre. C'est quand même une langue qui est riche d'apports, de tous les apports. Déjà, les langues se sont constituées avec le temps, des apports extérieurs, de tous les apports, et la langue réunionnaise a continué à s'enrichir avec toutes les personnes qui sont venues à La Réunion. Peut-être s'enrichir, peut-être aussi s'appauvrir. Hein. Pourquoi s'appauvrir ? Justement, on va l'expliquer. D'accord. Alors, on va prendre un exemple de mots que... Ce que moi j'aime dans la langue créole, c'est le vocabulaire marin. Parce que c'est incroyable comme le réunionnais, la langue, le vocabulaire créole a gardé les mots des marins. Oui, en fait, la langue créole, si vous voulez, la langue créole ne s'appelle pas exactement la langue créole. Voilà, justement. Est-ce qu'on peut définir justement c'est quoi la langue créole ? Voilà, pour définir une langue, il faut remonter à sa naissance. Là où les choses sont pour le créole, il y a le vieux français, il y a le malgache, il y a le sanskrit ou l'indien. En fait, la langue créole ne s'appelle pas créole, s'appelle plutôt la langue nénène. Et si on parle de la langue nénène vient du monde entier. Or, la langue créole est considérée comme vient de l'ancien français. Donc, il y a déjà une confusion. D'accord. La langue créole... la confusion, il y a une réalité aussi. Parce que les petits blancs qui sont venus de métropole sont venus aussi avec leur causée, avec leur façon de parler français de l'époque. Oui, mais le monde entier est venu ici. Oui, je suis d'accord. Justement. Mais le français est compris dedans, ce que je veux dire. Voilà, l'ancien français. Pas le français, l'ancien français. Ouais. Tout à fait. L'ancien français, c'est quoi l'ancien français ? C'est toutes les langues étrangères qui a constitué la langue française avant de devenir le français, l'ancienne langue française. Pour comprendre un peu, aujourd'hui, la France dit que ces anciennes langues-là, ce sont des langues régionales et c'est des patois. Bon, ceci étant, il y a une chose qui est vraie. Avant, il n'y avait pas un pays, il y avait des régions. Même en France, si on remonte à l'époque des Carolingiens, avant le Xe siècle, il y avait, même à Paris était divisé, il y avait des régions où ce sont les apports, les gens extérieurs qui sont venus, y compris les Ottomans, qui ont pris place, comme en Espagne d'ailleurs, ont pris place sur le territoire. Voilà, quand on dit extérieur, il vient de très très loin. Hein. Ouais. Il vient du monde entier, toutes les langues du monde entier atterrissent, c'est ce qu'on va appeler la France. Et la France... Quand je dis extérieur, c'est ce qui va devenir le territoire français. Voilà, c'est Parce ça. qu'avant, c'était pas le territoire français vraiment, c'était une série de régions qui s'étaient plus ou moins mis ensemble. La France était un pays, avant de devenir France, c'était un pays très très système colonial par d'autres pays. Pas d'autres pays, on va dire par d'autres... c'est des vagues successives de personnes. De personnes, d'immigrés. Et qui vont s'installer et rester dans cette zone qu'on va appeler la France plus tard. Et cette langue va devenir, en 1939-40, pendant la guerre mondiale, les Français ne se comprenaient pas entre eux. Ça veut dire que la langue régionale, les patois étaient encore bien présents, parce que quand le commandant parlait avec les soldats, certains soldats ne comprenaient pas le français, d'autres ne comprenaient pas. Non, c'est pas vraiment le français, c'était le français, effectivement. Non, mais justement, le français aujourd'hui.
Les Français aujourd'hui, en 1939-40, parlaient avec des soldats français que les soldats français ne comprenaient pas forcément. Donc, ça veut dire que le patois, que le Français actuel estime comme patois, était en bonne santé. C'est-à-dire que le breton parlait sa langue le corse parlait sa langue, l'homme de Provence parlait sa langue. C'était pas facile, chacun dans son patois, de se comprendre non plus. Voilà, mais maintenant, patois et langue, après on arrive sur votre question. Patois et langue, il y a une grande différence. Juste dire une chose, quand je dis patois, c'est pas dans le sens patois et péjoratif, c'est que chaque langue régionale était une langue de la région. C'est pour ça qu'on dit patois, mais c'était une langue d'une région. Mais bien sûr, avant que le français devienne français, il y a des langues qui existent. Avant qu'on crée la langue nationale. Il y a des langues qui existent, des langues, mais seulement quand le roi Louis XIV arrive en 1642, 1643, il a déjà 1 an. Mais c'est quand il va agrandir, en grandissant, il va fonder la langue française. Avec tous les artistes, Molière, tout ce qu'il protège en tant qu'artiste. C'est l'époque c'était le XVIIe siècle. Là. Voilà, à peu près. Ouais. Enfin, le roi Louis XIV, qu'on appelle le roi Soleil. Oui. Donc, c'est lui qui va instituer les premiers fondements de la langue française. Et il va dire, on va prendre tout ce qui existe dans le pays, on va mettre sur un seul drapeau identitaire la langue française. Et tous les autres deviendront patois, c'est-à-dire de moindre. Ce ne sont pas vraiment des langues. Ce sont des langues régionales. Voilà. Mais or, le roi Soleil se trompe. Ce sont réellement des langues qu'il va prendre. Après, il a fallu, j'allais dire, hiérarchiser. Voilà, parce que pour le roi Soleil, il y a une raison. Dans un pouvoir, son pouvoir de roi, il n'y a pas 2 rois. D'accord. C'est lui le roi, c'est sa langue, donc sa langue et les autres n'ont pas de pouvoir. Parce que, en fait, dans le monde entier, dans la mythologie ou bien dans la sociologie, et dans le pouvoir même, la première chose, c'est la langue. Dans un pouvoir, il n'y a pas 2 langues. Il y a un seul. Et les autres, on considère comme moindre patois. Donc, ce sont ces patois-là qui donnent la force à la langue française. Et c'est vrai qu'on dit, quand les Français viennent à la Réunion, ce sont des voyageurs, enfin des Bretons surtout, qui prennent le bateau. Et la langue du bateau, la langue des navigateurs, vont rester dans notre bouche encore aujourd'hui. Nous parlons encore, nous en tant que créoles, mais moi, pour l'instant, comme je dis, je ne défends pas la langue créole, je ne défends pas le créole. Bientôt, on m'en parle de ça. Dans ce monde créole réunionnais, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'ancien français, mais pas aussi... Il vient d'autres apports, mais pour l'instant, on reste sur l'ancien français. Donc, ce sont ces voyageurs qui vont donner des mots de bateau dans nos langues qui vont rester. Ce sont des termes maritimes. Des termes marins. Un exemple... gros blanc et petit blanc. Autant dire, moi, bon, maintenant, j'ai de mots, mais affective. Mais non, gros blanc, petit blanc, c'est un terme marin. Le gros blanc, c'est le commandant, qui a des manches longues, et les chemises blancs et manches longues. Le petit blanc, c'est les matelots, avec des tricots. Tout le matelot, même aujourd'hui, ils sont comme ça, avec le petite manche. Manche courte. Donc, gros blanc et petit blanc. C'est des termes marins. Donc, ce n'est pas un terme ni péjoratif, ni raciste. Ce sont des termes qui existent encore aujourd'hui dans les bateaux, par la forme des marins qu'ils portent. Enfin, il y en a plein comme ça. Il y a plein de mots. Là, aujourd'hui, peut-être on ne parlera pas vraiment pour tous les mots, mais on va désigner quels mots sont dans nos langues aujourd'hui dites créoles. Maintenant, l'ancien français... Et encore dans la langue aujourd'hui, on discutait là avant l'antenne, en 1111, Roland, le fameux Roland de Roncevaux, il est blessé à Roncevaux. Il est blessé. Donc il va mourir. Il va mourir, voilà. Mais il veut lancer un message. Il veut lancer un message, et dans ce livre que la France estime, c'est le premier livre écrit en vraiment début de la langue française. C'est en 1111, cette écriture date. Donc, Roland dit comme ça, Roland Roncevaux dit « Mi veille ça ».
Il y a un bout qui arrive, il dit, bah alors Roland, les blessés, qu'est-ce que ça faut faire? Et il dit, mi veille ça. Et nous, la Réunion, qu'est-ce qu'on dit? La même chose. Mi veille ça. Donc, le mi, si on revient là-dessus, le mi, que de Mouni dit là, mi cause anglais. Le mi, c'est de l'anglois normand. Avant anglais, il y a l'anglois normand, parce que le normand était français, un peu français, un peu anglais. Voilà, ils étaient en Bretagne. Ouais. Donc le mi reste en Bretagne. Ouais. Mais le mi va voyager en venant sur la Réunion, de l'ancien français. Il va rester mi. Exactement. Mais en France, le roi Soleil va mettre me. On ne dira pas mi, on va mettre me. Et nous, on a continué mi. Mi veille ça, ben, ça veut dire en traduction française aujourd'hui, je les attends. Alors même, peut-être connaissez ça, quand on avait un rendez-vous, à moins d'allons, on me dit, qu'est-ce qu'on fait là d'allons? On me dit, moi, mi veille ça. La femme qui arrive, j'attends ma femme, j'attends une femme, j'attends quelqu'un. Enfin, je dis femme, peut-être autre chose. Hein. Mi veille l'heure. Mi veille l'heure. J'attends l'heure. Donc, les mots sont encore dans nos bouches aujourd'hui, mais qui n'ont pas changé d'un iota. Oui, parce que il y a des Français de métropole qui viennent à La Réunion qui découvrent qu'on parle encore un peu le vieux français. Pas un peu, beaucoup. Même, enfin, si on continue là-dessus, Malmani. Ouais. Malmani. Alors, on va juste préciser pour ceux qui regardent, quand on dit Malmani, c'est un canard mâle et assez costaud d'ailleurs. Voilà, mais en breton, c'est Malmani. C'est le canard. Oui, c'est le canard, ouais. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Là, on peut pas tout dire pour l'instant, mais bientôt, on fera peut-être des textes sur cette télé en énumérant tous les mots de l'ancien français qu'on a encore dans notre bouche. Ouais. Non, mais c'est une réalité. Hein, mais de toute façon, quelle que soit la langue, il faut bien un apport, même s'il y a une base, il faut un apport. Et quand on parle du créole aujourd'hui, l'apport est là. Il y a l'apport bien sûr du français d'avant, et puis il y a tout. Hein. Il y a nos frères malgaches, ceux qui sont venus du Sénégal, ceux du Mozambique. Tout le monde a amené quelque chose. Voilà. Par exemple, en Bretagne, on dit Caire, mon Caire. Une Réunion, on dit mon Caire. Ouais. Mais sur le breton, le Caire, ça veut dire ma maison. D'accord. Mon corps est une maison. En spiritualité, le corps n'est pas un corps, le corps est un temple. Oui, c'est effectivement ça. C'est mon temple. Tout à fait. C'est ma maison. Donc, le mot est spirituel. Mon cœur, c'est pas mon cœur. Donc, c'est pour ça, parfois, dans le créole, quand quelqu'un me dit mon cœur, il dit que m'y parle mal français. Parce que je parle quelque chose qu'il ne comprend pas, mais que lui, il entend français mal prononcé. Mais si on ne l'explique pas, il croit que je suis petit nègre. Il me voit comme ça. Mais en fait, mon cœur, ça veut dire ma maison, mon temple. Et au Sénégal, pareil, mon cœur, c'est ma case. Donc, les mots voyagent à travers le monde. Oui, et de toute façon, si on fait, pour ceux qui ont l'occasion de faire un petit peu la comparaison avec la langue qu'on utilise encore aujourd'hui, enfin, des mots dans la langue utilisée en Louisiane, aux États-Unis, que ce soit au Québec, au Canada, on retrouve cette base d'un français d'une époque qui est toujours utilisé. Allons pas loin. Même chez un tamoul, on pratique une religion que quand le tamoul va en Inde, la religion a été transformée. Oui, a évolué. Oui. Et le tamoul d'ici garde cette chose qui a au moins 1000 ans. Exactement. Et ça, c'est une force de la culture réunionnaise, c'est qu'on a gardé. Et c'est vrai, on a quelqu'un qui est venu se confier en disant « J'aime la Réunion parce que je retrouve des pratiques ancestrales qu'on ne pratique plus dans son pays. » Et bien sûr, là, on parle de tradition indienne, tradition tamoule. Effectivement, à La Réunion, on garde ça. On garde ce genre de... Par exemple, arrivé au moment de la Toussaint, tout le monde... Enfin,
beaucoup de familles d'origine hindoue fait un samblani, mais le manger pour son défunt. Mais ça, je ne pense pas qu'on le fait encore beaucoup ailleurs. Voilà, et puis aussi, on fait d'autres choses qu'on a regardées. Avec les mots aussi, il y a pas le service cabaret. Ça, c'est pour les malgaches. Malgaches. Alors, je vais faire une précision parce que j'ai rencontré quelqu'un à ce niveau-là. Alors, c'est une tradition. Le service cabaret, c'est une tradition. On honore les défunts. Ce n'est pas une religion. En tout cas, c'est ce qu'il m'a précisé. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on est toujours lié avec l'ancêtre. Voilà. Chez le malgache, ou bien d'autres pays. On va prendre le Mexique parce que il y a des ressemblances. Oui, la mort est très fort. Ouais. Enfin, la présence de la mort est très forte. Et même en Asie. Il y a certains pays où le malgache, par exemple, quand on est vieux, on n'est pas ancêtre. Il faut mourir pour devenir ancêtre. D'accord. Quand tu meurs, tu deviens ancêtre. Mais l'ancêtre vivant n'existe pas. Et cet ancêtre, c'est lui qui nous a donné ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, certaines personnes protègent ce qu'il a donné. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne protègent pas. Et parfois, c'est pour ça que le monde va en zigzag. Et puis, cette question-là, aujourd'hui, c'est le regard, puisqu'on parle de cette façon de voir, et là, je parlais du Mexique tout à l'heure, c'est la place de la mort dans la vie de tous les jours. La mort a une grande place dans certaines nations. La mort est plus importante que la vie. Les gens se préparent pour un grand voyage, souvent. Et là, c'est là où on voit que dans la spiritualité, nous n'avons pas les mêmes façons de voir. Et cette pratique de mort remonte aussi en Égypte antique, remonte en Afrique. L'Égypte antique, pour eux, la vie, ce n'est qu'un moment. Un passage. On prépare l'au-delà. Il y a d'autres religions aussi que je nommerai pas là, mais qui préparent aussi l'au-delà. En fait, la mort est bien plus présente que les vivants. C'est-à-dire, il y a des milliards de morts, et nous ne sommes que 7 milliards, non, sur cette terre. Ouais. Et il y a des milliards de morts. Et si on écoute l'enseignement de ces morts, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont légué, je pense qu'on vivrait mieux sur cette terre. Mais pour l'instant, c'est un autre... Ça sera un autre sujet. Je vais revenir sur ces mots qui sont dans notre causée, dans la langue créole, et revenir à ça. Mais là aussi, quand on parle de spiritualité, on parle des morts, et c'est vrai, même à La Réunion, surtout nos parents, nos grands-parents, avaient plus mettaient plus dans la préparation pour les tombes, que dans leur vie, dans leur vie de vivant, j'allais dire. Mais une chose est sûre, là aussi, quand on regarde le langage qu'on a, c'est bien les paroles de nos ancêtres qu'on perpétue. Bien sûr, les mots ont un rapport avec le passé, pas que le présent. Ouais. Parce que le présent n'existe pas, le présent. C'est toujours le passé qui nous enseigne quelque chose pour vivre dans un futur. Et on revient au présent pour préparer ce futur. Donc les mots ont toujours un rapport avec le passé. Et j'ai toujours aimé ce mot Bezkali. Bekali. Oui, il y a Bekali, Bezkali, ouais. Bezkali. Et finalement, ça revient à Bekali. Oui, c'est un terme de combat. Ouais. Bekali, c'est qu'on voit deux coqs bataille. Ouais. À Lombeke, ce sont des termes de combat. Ouais. Mais là, pareil, le monde créole, le réunionnais, les mots aussi sont très violents. C'est-à-dire les marins sont venus avec aussi une violence. Une violence à côté. On a gardé des mots marins, mais ces marins ont amené des attitudes violentes. Donc, il y a aussi des mots très violents dans la langue dite créole. Par exemple, Bezkali, Bekali, ce sont des mots violents, des mots de combat. Et c'est pour ça que je disais, et quand on parle du socle de la langue créole, si on peut... Il y en a qui disent que c'est pas une langue. La langue créole la langue créole réunionnaise reste une langue, mais comment définir un socle? Comment dire, voilà, ça c'est la base? En fait, le créole
dans cette émission-là, on va parler de chaque fois, chaque fois qu'on fait l'enregistrement, on va donner des informations. Et à la longue, on va comprendre vraiment c'est quoi le créole. D'accord. Le créole, tu veux, le créole, c'est un concept. Un concept, en français, ça veut dire, j'ai une idée, je vais inventer cette idée. Donc, j'ai un concept d'inventer une bouteille. Donc, j'ai une idée d'inventer une bouteille, mais la bouteille n'existe pas. Donc, je vais inventer cette bouteille. Elle n'est pas présente, donc je vais l'inventer. Et quand j'ai inventé la bouteille est vide. D'accord. Donc, la bouteille s'appelle créole. Mais c'est vide. Et qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Il y a beaucoup de personnes qui vont déposer des choses dans cette bouteille dite créole. Et dans la bouteille dite créole, tout ce qui est dans la bouteille n'est pas créole. D'accord. Elle est autre chose. Et c'est cette chose-là qui est intéressante, pas la bouteille. Mais le créateur dit, c'est dans ma bouteille, ça s'appelle, tout ce qui est dedans, ça s'appelle créole. On verra dans la prochaine émission un petit peu ce qu'il y a dans la bouteille, tout ce qu'on a mis dedans. Et puis on essaiera de le voir avec le temps, les apports. Qui a amené quoi pour mettre dans cette bouteille-là et constituer cette langue créole. Voilà, juste pour terminer, le monsieur dit, allons boire quelque chose, boire la bouteille. Et l'autre dit, moi je ne vais pas boire la bouteille, moi je bois le contenu qui s'appelle des mots de Manénène. Ah, d'accord. Donc on commence à percevoir, la langue créole est un concept, dedans il y a des langues mises par les nénènes ou par d'autres personnes. D'accord. Merci Christian Gelmard en tout cas pour ce début. On va nous essayer de suivre un petit peu l'évolution, voir un peu. On va commencer bien sûr à partir de Payen, on est 1160. On commencera à ce niveau-là, voir un petit peu l'apport des métropolitains, des malgaches, des indo-portugais, pour voir un petit peu comment ça a marché. D'accord. Merci Christian Gelmard. Nous, on va faire une pause. On va regarder un sujet tourné par Alexandre Dupuis. C'est un reportage sur la Suzanne. C'est un petit train. Je vous propose d'embarquer. Le chemin de fer de la Réunion, c'est-à-dire le Petit-Train longtemps, c'est lui qui nous réunit, à nos parents, à nos grands-parents, pour qui c'était dans les années 1900 le seul moyen de voyager dans l'île. Des voyageurs venus de métropole ont réussi à réhabiliter une vieille locomotive comme celle-ci et de la faire rouler. Nous sommes ici à la Grande Chaloupe qui est aussi le siège de l'association Petit-Train. Et donc je suis avec Patrick Barthé. Vous n'avez pas connu le Petit-Train dans le temps, mais vous êtes né dans le train, on va dire. Voilà, mon père travaillait au chemin de fer, mon grand-père travaillait au chemin de fer, mon arrière-grand-père travaillait au chemin de fer, donc on peut dire que je suis né dans le train. On vous surnomme le fou du rail. Oui, le fou du rail, parce que, comme j'ai dit précédemment, je suis né dans le train avec mes parents, mes beaux-parents, enfin mes parents, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc on a réussi à poursuivre cette envie, quoi. Et je me suis donc inscrit à l'association du train à La Réunion, parce que je me suis aperçu qu'il y avait un train à La Réunion, donc j'ai découvert complètement cette existence. Et j'ai travaillé avec le Conseil général de manière à pouvoir retracer où passaient les voies ferrées à l'époque de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. Donc avec le Conseil général, on a retracé donc tous les endroits où passait la voie ferrée. Et vu qu'il y avait pas mal d'ouvrages ferroviaires, donc on a réussi à retrouver au fur et à mesure qu'on avançait les ponceaux, les différents ponceaux, les différentes gares, enfin tout ce qui restait encore visible aujourd'hui. L'inauguration du chemin de fer a eu lieu en 1882 et l'association Petit-Train a rénové cette magnifique locomotive Schneider-Kreuso qui est derrière nous, là, en 1989. Et elle a fait venir la locomotive Schneider-Kreuso depuis la bibliothèque départementale de Saint-Denis jusqu'ici à la Grande Chaloupe. Et l'association Petit-Train essaye toujours de la rénover. Et là, nous avons un sauveur, on va dire, un exemple, on va dire. Nous sommes avec monsieur Vincent Pillot.
Vous êtes de la Meuse et votre association a fait ce tour de force de rénover une locomotive de ce type-là, de type Schneider-Krauso. Et votre association s'appelle La Voie Sacrée. C'est ça. Donc, je suis du chemin de fer historique de la Voie Sacrée, à Bar-le-Duc, en Meuse. Donc nous sommes partis de zéro. En fait, on n'avait pas de chemin de fer, on n'avait pas de matériel roulant. Mais on a eu la chance de trouver une locomotive identique à cette 030 Schneider, la Suzanne, donc qui dormait tranquillement chez un ferrailleur, qui a pu être rachetée par le département de la Meuse, qui est revenu en Meuse parce qu'elle était en baie de Somme. Et depuis 1992, l'association du chemin de fer historique et du chantier d'insertion de la Suzanne s'attelle à rénover la locomotive, mais aussi une partie de la voie ferrée de l'ancien chemin de fer départemental qui allait de Bar-le-Duc à Verdun. Donc, en fait, on est un peu comme vous. Donc, le petit train ressemble un peu à ce qu'on avait à la Voie Sacrée il y a une dizaine d'années. Et donc, cette machine, vous êtes très familière maintenant, vous avez rénové la Suzanne. Oui, tout à fait. Elle ressemble à peu près à la Suzanne. Donc là, la Schneider date des années 1880. La Suzanne la suit d'une dizaine d'années, puisqu'elle est sortie d'usine en 1890, avec la même configuration technique en fait. Pour les chemins de fer secondaires à voie métrique, comme celui de la Réunion ou de la Meuse, c'était conduite à droite, alors que sur les chemins de fer nationaux, comme sur la SNCF, c'est conduite à gauche. Donc là, je me trouve à l'emplacement du conducteur, donc qui a accès aux commandes de la machine, l'inverseur de marche et les régulateurs. Et ici, sur la gauche, c'était le chauffeur. Il avait là la réserve à charbon. Donc, il pouvait alimenter le foyer par le gueulard ici. Et de chaque côté, vous avez des injecteurs qui permettent de prélever l'eau des caisses à eau pour les injecter dans la chaudière pour produire de la vapeur et faire avancer la locomotive et son train. Donc il faut préciser que vous avez sorti un ouvrage qui... Voilà. Donc ce livre retrace toute la rénovation de la locomotive entre 1992 et 2008 avec... Donc là, l'histoire moderne de notre locomotive commence dans les années 80 quand elle a été retrouvée par miracle chez un ferrailleur en baie de Somme. Elle a été rapatriée à Bar-le-Duc par l'Office du tourisme. Et en 1992, un chantier d'insertion a été construit pour rénover la Suzanne. Donc le chantier a duré de 1992 à 2008, où la locomotive est sortie d'atelier fonctionnel. Et de là est parti le projet du chemin de fer historique de la Voie Sacrée, donc reconstruire 4 km de voie ferrée à Bar-le-Duc pour faire rouler la Suzanne sur un train touristique. Donc là, actuellement, le chantier touche à sa fin. Malheureusement, avec le Covid, nous avons pris un peu de retard, mais le train va être en service dès l'année prochaine à Bar-le-Duc. Et du coup, si vous devez la remettre en service, vous devrez aussi l'équiper du frein automatique, comme nous on l'a fait. Voilà. On voit la machine qui rentre en gare là. Donc là, la cabine ouverte, puis la position du conducteur là. Ah ouais, d'accord. Donc la Suzanne se conduit comme ceci. Le changement de marche en main gauche et le régulateur en main droite. Avec la cabine ouverte qui passe au-dessus du conducteur, et le conducteur fait qu'il a la tête dehors. Donc du coup la Suzanne, c'est une locomotive du chemin de fer départemental de la Meuse, donc qui ressemble un peu à la Schneider ici du petit train. Donc une locomotive qui voyageait dans les villages entre Bar-le-Duc et Verdun. Pendant la guerre 14-18, le chemin de fer était réquisitionné. Donc la Suzanne et toutes ses consoeurs ont ravitaillé le front de Verdun, notamment en nourriture, et ramené les blessés dans les villes hôpitaux sur Auvigny-sur-Ornain ou Bar-le-Duc. Et les pressions, ça monte jusqu'à combien là-dedans pour faire tourner la machine? Pour faire avancer la locomotive plutôt? Alors, la pression, c'est bas. J'ai pas les pressions en tête. Nous, sur la Suzanne, on est sur de 10 bars. On dépasse pas les 10 bars. Ah ouais, d'accord. C'est pas énorme parce que... Non, mais pour une petite... Sur un réseau d'eau normal, c'est 7 bars. Ouais, mais pour une petite locomotive, ça suffisait. Ah ouais. Ça suffisait amplement. Après, c'était pas des grands trajets. Ça allait de village en village, ça s'arrêtait tous les 3-4 km. Ah oui, d'accord. Tu lançais déjà le train que tu devais t'arrêter. Ah non, c'était pas des pressions énormes, quoi. C'était vraiment le chemin de fer qui desservait tous les petits villages et tout. D'accord. Ce qui était un peu embêtant pendant la guerre, parce que le train, au lieu d'aller tout droit là où il devait aller, il faisait tous les tours et tous les détours.
Et est-ce que vous savez conduire une locomotive, justement? Alors, je n'ai pas encore passé la formation, mais j'ai les bases, déjà. D'accord. Donc, est-ce qu'il va y avoir, un genre d'auto-école, plutôt un train-école pour un conducteur de train, justement? Alors, nous, actuellement, nous avons la chance d'avoir un bénévole suisse, donc, qui est conducteur de locomotive à vapeur, et qui vient faire la formation pour les bénévoles. Donc, il fait une session par an, ça dure une semaine. Donc, à chaque fois, on a une dizaine de bénévoles qui passent. Ça fait 2 ans que nous faisons ça. Donc, pour avoir suffisamment de conducteurs et de mécaniciens pour pouvoir faire tourner la Suzanne. Merci. C'est parfait. Bon, mesdames et messieurs, nous avons un très bon exemple de rénovation de locomotive dans le Meusien, et donc, dans la Meuse, pardon. Et voilà, donc c'est un très bon exemple pour nous ici à La Réunion.